l'autre sujet qui fatigue et qui est sur toutes les lèvres, c'est Togocom. Togocom, ce géant au pied d'argile, le directeur, le DG de cette société d'État, le malgache Paul Alazar, qui annonce sa démission. On a beaucoup parlé de cette société ici, dans cette émission, dans l'alternative, comment est-ce que ceci a été privatisé, les risques, les inconvénients, on en a parlé beaucoup dans l'émission de l'autre jour. Ça revient encore avec cette démission. Oui, de Paulin Alazar, c'est ça. Est-ce qu'il est malgache ou il est français? Non, je crois qu'il dit qu'il est français. Oui, je pense il a dit à qui veut l'entendre qu'il n'est pas malgache. Bon, la société qui a racheté la majorité des parts de Togocom est un consortium avec des malgaches, mais je pense qu'Alazar est français. Bon, voilà. Et ça fait quoi, 2 ans et demi, ou presque 3 ans, que nous avons fait plusieurs fois des dossiers, animé des émissions sur le risque de la privatisation de cette société-là, qui est un secteur stratégique de tout pays, parce que les communications dans un pays, c'est stratégique. Et encore que il n'y avait pas un gros souci. Et il y avait juste Togocom et Togo Télécom qui avaient quelques soucis. Il y a des détournements massifs que les gens ont voulu effacer. En fait, c'était l'objectif de la privatisation. Togo Télécom a connu des scandales, des détournements massifs qu'on a voulu cacher ou effacer dans la privatisation du groupe Togocom. Vous voyez ce que je veux dire? On efface tout ça dans les livres. C'est comme on décide par exemple de privatiser les banques, sachant que la plupart des créanciers de ces banques-là sont de la minorité. Donc, voilà, donc en privatisant les banques, on nettoie tout et donc chacun est tranquille. C'est ce qu'on a tenté de faire parce que lorsque l'ancien DG de Togo Télécom était sur la sellette, celui que tout le monde connaît à l'époque, et que les journaux ont commencé par tirer, je pense qu'il n'a pas voulu trop parler. Il a dit, c'est pas moi, bon, l'argent allait ailleurs, et puis rapidement, on a voulu noyer les choses. Donc, on avait couplé Togo Télécom et Togocel, de manière à ce que Togocel puisse remonter Togo Télécom. Et ils avaient commencé par réussir à le faire. Et ils avaient déjà réglé les problèmes et tout. Et Togocel, c'était quoi? 120 milliards chaque année. 120 milliards en vendant juste du vent. Mais les mauvais génies, comme il y en a toujours, ont décidé de la brader. En réalité, je pense que c'est eux-mêmes qui sont, avec ceux qui sont venus derrière, comme on le fait toujours, quoi. On dit, bon, on privatise, sachant que nous-mêmes, on est derrière, on reprend une partie. Donc, un processus que nous avons largement dénoncé, et on a financé certains journaux ici pour dire que la privatisation était la solution, il fallait privatiser, il fallait faire ça. Alors, un matin, on nous présente des gens en disant, oui, que voilà, les nouveaux repreneurs, que c'est des malgaches, qu'ils ont créé une société à Lomé ici, un consortium qu'ils ont appelé Agou Holding, qui n'avait qu'un capital de 10 000 francs. C'est terrible, quoi. Et Agou Holding, là, il y a une villa crasseuse, là, juste en face de station Total de pharmacie Didiolé. C'était mon quartier avant. Et lorsqu'on a donné l'adresse de Agou Holding là, le siège se trouvait dans une villa. C'est-à-dire que même une villa, si on te dit même de louer ça, tu ne vas pas croire. Ce qui dénote le caractère peu sérieux de la chose. Et donc Agou Holding, qui est un consortium, donc on a Action, on a le fonds d'investissement ECP, et puis on a le truc de Xavier Niel, qui ont acheté Togocom à 48 milliards. Une société qui fait 120 milliards de chiffre d'affaires par an. Vous le vendez à 48 milliards. Ce n'est pas fini. Les nouveaux investisseurs disent, nous allons investir 245 millions d'euros sur 7 ans, c'est-à-dire 160 milliards sur 7 ans. Vous faites 120 milliards de chiffre d'affaires par an, et vous vendez à des gens qui vous disent, nous allons investir 160 milliards sur 7 ans. Mais vous-même, vous faites 120 milliards par an. Ça veut dire que vous avez même l'argent même. Voilà. Ce que l'investisseur vous promet sur 7 ans, vous l'avez en une seule année, en réalité. À quelques différences près. Nous sommes d'accord. Juste en vendant du vent aux Togolais. Et
vous privatisez cette société, comme ça, à la hussarde, dans un processus totalement biaisé. Et on nous dit, voilà, les Malgaches sont venus, ils ont pris 51% et l'État garde 49%. Et ça vaut combien? 48 milliards. Personne n'a jamais vu aujourd'hui s'ils ont versé ou pas les 48 milliards. Et pendant qu'on était en train de privatiser la société, en novembre, puis c'est en novembre qu'ils ont privatisé la société. Et donc on était déjà au bout de l'année, Et donc le chiffre d'affaires de cette année-là, puisque Togocel fait 120 milliards par an, il restait juste un mois pour la fin de l'année. Disons qu'ils ont fait 110 milliards, ou ils ont fait 100 milliards. L'argent est passé où? L'argent était là, avant qu'on ne privatise la société. Et donc, on a privatisé, il y a eu beaucoup de discours, on nous a dit oui, on va révolutionner le numérique au Togo, on va faire de Lomé le hub régional de l'Afrique de l'Ouest, on va faire ci, on va faire ça, on va investir des milliards, on va faire ci, on va développer un système de tout ça. 2 ans et demi après, le réseau Togocel et Togo Télécom est beaucoup plus défectueux qu'il y a de cela 3 ans. Et heureusement qu'eux-mêmes ont commencé par s'en rendre compte, à travers l'ARCEP d'abord, qu'on a actionné. En fait, ceux qui ont privatisé la société et qui se sont rendus compte de leur échec, comme ils ne peuvent pas rattraper les conneries qu'ils ont eu à faire, ils utilisent l'ARCEP pour frapper Togocel. Voyez-vous? Donc, et Togocom. En 18 mois, l'ARCEP a infligé des amendes de 3 500 000 francs à Togocom. Et donc, il n'y a eu aucun investissement. Au contraire, les investisseurs qu'on nous a présentés comme des milliardaires, ils sont venus prendre 4 milliards ici à la BOAD pour faire quelques travaux. L'argent qu'ils ont vu, qui était déjà là, quand ils sont venus, personne ne sait ce qu'ils ont fait. Ils ont démantelé le groupe Togocom, ils ont créé tout autour du groupe des petites sociétés et ils font de la sous-traitance. Et les petites sociétés là sont les leurs. C'est-à-dire que, je m'explique, ils sont venus avec un parc de véhicules, de plus de 100 et quelques voitures. Ils ont dit oui, l'entretien revient cher. Nous n'allons pas utiliser les voitures. Ils ont vendu les voitures. Il y avait des voitures neuves, tout ça, ils ont tout vendu. Et ils sont allés signer un contrat avec une société qui leur loue une voiture à 70 000 francs par jour. 70 000 francs par jour. Vous imaginez, et cette société qui leur loue une voiture à 70 000 francs par jour, c'est eux-mêmes. Vous imaginez le nombre d'argent qui sort du pays. Ils ont créé une société qu'on appelle Connecteo, qui est le centre d'appel. Clientèle Togocel. Vous avez un problème, vous appelez. Au lieu que ce soit Togocom qui gère ça, ils ont externalisé ça. Voilà le terme. Ils ont externalisé ça. Maintenant, quand ils ont externalisé ça, c'est une société malgache. Maintenant, qui est la leur, hein? Maintenant, au lieu que en temps normal, ce soit Togocom qui gère cette activité, ils ont externalisé. Maintenant, Connecteo facture Togocom. Connecteo, ce sont les mêmes personnes, hein? Connecteo facture Togocom. Donc, à la fin de l'année ou du mois, Togocom paie des centaines de millions à Connecteo, qui est une société malgache, qui sort directement l'argent du pays. Nous avons quelques amis dans les banques au Togo ici. Si ces amis-là vous disent l'argent qui quitte notre pays chaque vendredi, les ordres de sortie d'argent, ou bien comment vous appelez ça, de transfert d'argent, qui sortent de ce pays chaque vendredi, des ordres de transfert d'argent vers l'extérieur, au point que les banquiers se demandent s'il n'y a pas une autorité qui règle. Le ministère des Finances fait quoi? Parce que si vous avez un compte aujourd'hui et que votre compte est suffisamment garni, un matin, on vous envoie une réquisition pour dire que le compte est bloqué. Que venez vous justifier où est-ce que vous avez trouvé l'argent. Puisqu'il y a le CENTIF qui regarde les comptes, qui est assis à tous les comptes. Mais où est le CENTIF quand on sort autant d'argent dans le pays? Où est le ministère des Finances quand on sort autant d'argent dans le pays? Et pourquoi c'est chaque vendredi qu'ils sortent l'argent? Vous avez sur la place toutes les banques qui sont marocaines. En majorité. Vous avez Move qui est marocain. Il y a de l'argent qui part chaque vendredi. Vous avez les Malgaches qui font partie de l'argent chaque mois. Et donc finalement... Il y a Société Générale aussi qui est installée au port. pour rapatrier l'argent et donc, des Français de l'Europe. Et donc finalement, cette opération de privatisation s'est révélée aujourd'hui, ou se révèle aujourd'hui, un échec. Et donc, le sieur Al-Azhar dont on a vanté les mérites, certainement que c'est quelqu'un qui voit loin, il se dit, je ne vais pas assumer les dégâts qui vont arriver, parce qu'il sait déjà que c'est pourri, et que ça va bientôt sentir, il jette l'éponge.
Il n'est pas le premier parti. Il y a quelques ingénieurs expatriés qu'on a ramenés ici, payés à coups de millions, qui ont démissionné, qui sont partis. Il y a une responsable des finances qui a démissionné, elle est partie. Maintenant, c'est le DG même qui sort et qui dit, bon, là, je m'en vais. Et donc, voilà les conséquences de ce que nous-mêmes, nous avons créé. Au lieu, on aurait même pu laisser des Togolais. On peut lancer l'actionnariat populaire en disant aux Togolais, nous libérons une majorité des actions pour que les citoyens togolais puissent acheter ces actions-là pour que ces sociétés ne tombent pas dans les mains d'étrangers. Je me souviens que la ministre de l'économie numérique disait que le Togo a 49% d'actions et reste donc toujours dans la boîte et qu'avec les 49%, le Togo ne laissera pas faire n'importe quoi à Togocom. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi et personne ne nous dit où sont passés les 49%. Vous avez le conseil de surveillance qui est composé du ministre des Finances, le ministre du Commerce, il y a un autre ministre de l'économie numérique et qui regarde la boîte, c'est en train de couler, personne ne dit rien. Et personne n'a aujourd'hui les termes du contrat. Personne ne connaît les contrats qui lient les Malgaches aux Togolais. Personne ne voit le contrat. L'Assemblée nationale même n'a pas ce contrat. Le Premier ministre n'a pas ce contrat. Ce contrat est classé secret défense. Est-ce qu'on peut se lever et brader des bijoux de famille? Parce que moi j'appelle ça des bijoux de famille. Je l'ai dit sur plusieurs médias. Brader des bijoux de famille à des étrangers sans que les Togolais qui ont le droit de savoir ce qu'on fait de leurs bijoux de famille ne soient au courant des termes du bradage. Voilà le débat qu'il faut mener. Donc voilà, Togocom est là et à peine ils arrivent à nous assurer une bonne connexion. Le téléphone est défaillant. Et la dernière fois, dans les savanes, c'est ça même qui a suscité les frappes de l'ARCEP. Quand il y a eu ces histoires d'attaques, tout ça, le réseau ne fonctionnait pas. Et donc, ils ont eu toutes les difficultés à fonctionner. C'est ce qui a fait que, rapidement, ils ont sanctionné. Et ils n'ont pas compris pourquoi le réseau a flotté là-bas alors qu'il y avait des attaques. Voilà. Et donc, il y a un enjeu sécuritaire. Et c'est pour cela que nous disons qu'il ne fallait pas brader ce secteur aussi stratégique à des étrangers. Stratégie et de souveraineté. Voilà. Peut-être c'est seules les forces de l'ordre et de défense que nous n'avons pas vendues et privatisées. Oui, mais parce que non, à l'allure allaient les choses. C'est-à-dire si vous vendez votre télécom, mais c'est que vous avez vendu. On a déjà vendu le port. Le port, c'est pas. Vous voyez toutes ces privatisations. Et toutes ces privatisations, c'est le même mode de fonctionnement. Opératoire. C'est opératoire. Les gens viennent, ils signent la convention, voilà, ils sont partis prendre 4 milliards, d'accord, et chaque année, sur 2 ans et demi, ce qui rentre, ils ont créé une société qui facture les prestations. C'est-à-dire qu'en 2 ans et demi, ils ont fait le paquet. Peut-être même les 4 milliards qu'ils ont eu. À la BOAD, ça n'a pas été injecté. Dans le fond, puisque la société même rapporte beaucoup et suffisamment. Donc, Bolloré, c'était la même chose. Et vous avez vu, et maintenant, vous allez voir, Bolloré a vendu ses actions, je crois, à 5 millions. Je crois, lui prenait notre histoire ici, après à 500. Et je crois qu'il dit avoir investi 500 millions, je n'ai plus les chiffres tellement, mais quand vous voyez le prix auquel Bolloré a revendu le port à MSC, et que l'État togolais n'a pas pu s'imposer, c'est-à-dire au milieu pour dire non, mais nous vous avions vendu la chose. Non, c'est un bail. Oui, un bail. C'est un bail. Oui. Si vous voulez revendre, alors que le bail n'est pas fini, il faut que l'État ait son mot à dire. Oui, qu'il faut que l'État ait son mot à dire. À l'origine, nous on avait vu quelques contrats de démarrage, ce n'est pas sûr, et pour les projets de privatisation, ce n'est pas sur 25 ans. C'était des choses sur 10 ans environ. Mais subitement, on est venu donner aux gens 25 ans et jusqu'à la fin. 35 ans. 35 ans. Et comme il a dit, jusqu'à la fin, on ne trouvera même pas de documents qui disent que voilà, c'est les termes de contrat, des choses. Et maintenant, lui, il se lève, il vend à quelque chose qu'il a reçu moins cher. Il est parti dire qu'il a pris de l'argent dans les banques pour construire. Et il a investi peu parce que quand nous voyons l'investissement fait au niveau de LCT, qui est une nouvelle construction, c'est la construction d'un port.
par rapport à ce que Bolloré a fait, le rallongement d'un quai avec des vieux portiques qui aujourd'hui sont des problèmes au port autonome de Lomé. Mais vous voyez, donc les gens viennent comme ça, ils débarquent avec leur trolley à l'aéroport. Oui, ils ne viennent pas avec grande chose. Et du Togo, ils repartent avec des jets privés. Oui, ils sont des dieux ailleurs. Donc, vraiment, ça pose de sérieux problèmes. Et à l'annonce de l'arrivée de Togo, comme on se souvient, je crois que c'est par l'intermédiaire de alternatives qu'on avait eu, l'écho qu'il y avait les proches de Macron également. Voilà, autour de cette affaire de privatisation. Peut-être c'était, comment l'appelle-t-on, la rançon à payer pour pouvoir briguer un mandat de plus. Voilà, un quatrième mandat. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant que c'est consommé, peut-être qu'on regarde ailleurs, ça dit qu'on doit encore, parce qu'à chaque mandat, il y a des choses. Il y a un bijou à vendre. Il y a un bijou à vendre, puisque le port, c'était en 2010, voilà, pour pouvoir avoir le soutien de Nicolas Sarkozy. Ouais. C'est ça qui l'a amené aussi après et des problèmes. Donc, Macron, lui, nous a pris les 2020, sa élection 2020, avec l'arrivée des Malgaches. Ouais. Donc, peut-être qu'on se dit déjà que ça va pour eux, on leur retire, hein, mais entre-temps, la société a été émiettée. Ouais. Aujourd'hui, on a reçu des messages que nous avons les connexions de Canal Box. Canal Box, c'est quoi? Si les gens ont acheté, comment vous l'appelez? Ils ont acheté juste des décodeurs ou des trucs, des choses, ils viennent, ils vous branchent. D'ailleurs, même c'est vendu, c'est des choses qui viennent de la Chine moins chères. Et c'est les câbles et les poteaux qui sont penchants de l'ancien Togo. Oui, mais quand vous voyez certains poteaux, et on a acheté juste les tricycles, les tricycles, et les agents avec les échelles se promènent de quartier en quartier pour installer les modules sur les poteaux, même parfois même les poteaux d'électricité. C'est des installations qui existent déjà. Donc, or, ce qu'ils nous vendent comme les boîtiers, c'est des choses qui sont en même temps payées. On les paye, ça n'a pas de coût. C'est pratiquement des choses fabriquées à l'industrie, mais qui sont en train d'être déclassées ailleurs, et qu'on nous amène ici, et qui seront obsolètes peut-être sous peu. Donc, voilà le problème que nous vivons. Nous avons du potentiel dans toutes ces boîtes-là. Même et toutes ces boîtes qu'on a privatisées. Je prends le cas du port autonome de Lomé. Mais le port autonome de Lomé, on a quand même des gestionnaires pour gérer un port, la manutention. La preuve, les manutentions étaient gérées, que ce soit les conteneurs et les vracs, étaient des opérations qui se réalisaient par nos gars ici. Mais quand vous prenez Boulouda qui a pris, disons, l'accostage des navires, la capitainerie, oui, l'accostage des navires, quand vous prenez Boulouda, c'est au lendemain, quand le Togo a inauguré, bien réceptionné, 2 ou 3 remorqueurs de nouvelle génération. Payés par le port. Payés par le port à coût de milliards. Maintenant, on donne ça à des privés. Et on donne ça à des privés qui font des affaires. Hein? Non, vraiment, c'est sérieux. Ça, on ne sait pas véritablement où l'on va. Vous avez vu l'affaire de Sotoko, nouvelle société cotonnière, et la MIFA. Ouais. Alors qu'à l'époque, on nous parlait pratiquement, la production cotonnière était presque, avait le vent en poupe. Ouais. Et subitement, on vend la Sotoko et à des gens qui sont venus qui disent que eux, c'est le soja qu'ils veulent. Ils ont pris la MIFA, ils ont déversé les agents de la MIFA dans les campagnes. Franco, ils n'ont pas dit que c'est le soja qu'ils veulent au départ. On leur a vendu la Sotoko. Quand ils se sont installés, ils se sont rendus compte que la plupart de ceux qui cultivent le coton ont migré vers le soja. Et ils les ont suivis. Je ne sais pas si tu vois. Oui. Ils les ont suivis. Parce que la filière était déjà en crise. Donc, les agriculteurs étaient fatigués des manœuvres de la corruption, dont les agriculteurs sont allés vers la filière soja qui était la filière qui monte. Comme ils se sont rendus compte que la production cotonnière n'est plus ce qu'elle était, ils ont suivi les agriculteurs dans
dans le soja en prenant la MIFA et maintenant en leur disant on vous vend les semences, on fait des prêts et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc voilà ce à quoi on est confronté quand une société, on dit, a des problèmes, on s'en va chercher et des étrangers, des amis. Et puis la privatisation, ce n'est pas une affaire d'une ministre. On dit que elle a fait quoi, c'est quel pays là, quelle université, quelque part avant. Et que c'est non. Mais déjà, vous voyez leur curriculum vitae, ils n'ont fait aucune expérience, même ils n'ont même pas vendu le beignet au bord de la route quelque part. On le déverse à la tête des ministères aussi stratégiques. Et c'est comme ça, ils disent que à privatisation et pilote, c'est le ministère qui a utilisé plus d'experts étrangers. Et qui continue d'en utiliser. Oui. Et les étrangers ne roulent que pour eux. Mais il faut un fil fibre et patriotique pour, disons, mettre les experts togolais, des juges, des avocats qui regardent tout. La privatisation à elle seule de Togocom, je parle du processus, a coûté plus de 5 milliards. C'est-à-dire que les experts venaient repartaient pour auditer la boîte, évaluer les trucs. Tout ce aller-retour là, ils étaient gracieusement payés par Togocom. Au bout du compte, ça a coûté plus de 5 milliards. Et on s'est rendu compte que ces experts-là étaient déjà de connivence avec les nouveaux racheteurs. Mais justement, c'est eux qui envoyaient les gars cacher mais justement. Et donc, c'est comme vous voulez vendre cette maison, hein, et c'est vous qui vous vendez votre maison, c'est vous qui évaluez, qui donnez le montant à la maison, mais l'acheteur se déguise, il envoie quelqu'un comme espion, il vient dans la boîte, il montre le dossier dans la boîte, il dit voilà la valeur de la boîte, il montre les clauses. Et lui, le vrai qui est caché, qui veut acheter, sort maintenant du bois. Et il dit, c'est moi qui veux acheter. C'est comme ça qu'ils ont fait le truc. Voilà. Vous avez vu la supercherie parce que vous avez confié un dossier aussi stratégique à quelqu'un qui n'en sait rien et qui chose. Alors que vous allez voir que quelque temps après cette privatisation, le chef de l'État a nommé un ministre tampon, c'est-à-dire qu'un conseiller en charge des télécoms qui est l'ancien DG de Togo Cellulaire et l'ancien ministre Abli Bidamon. Et vous allez voir, la même chose s'était reproduite également au ministère des Mines, où on a créé un ministère d'apprentissage du gouvernemental. Oui, gouvernemental, parce que ça aussi... Et on ramène Adjo Chambia dans l'ombre pour être aussi ministre conseiller, chose. Pourquoi faire des trucs comme ça alors et pour quel résultat? Pour quel résultat? Et on en est là. On en est là. Et tout, au fait, de toutes les façons, moi, je me souviens que cette histoire de Togocom, quand j'en parlais il y a 2 ans et demi, 3 ans, sur la privatisation, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il est du système, mais de quoi tu te mêles? Pourquoi tu viens te mêler de nos affaires? Est-ce que tu as un parent là-bas? Et toi-même, tu n'es pas là-bas, occupe-toi de tes problèmes, pourquoi c'est tout comme aujourd'hui, nous en sommes là. Quelle est cette conception qui consiste à dire, pourquoi tu viens te mêler de nos affaires? Voilà. Je dis toujours, qui nous dit que c'est ses affaires? C'est l'affaire de tous les Togolais. Oui. Je dis toujours que nous sommes tous héritiers de ce pays. En héritage et en partage. J'ai toujours dit ça. Est-ce que les gens... En héritage et en partage. Et si les gens conçoivent... Non. Le pouvoir, ce n'est pas... Le Togo, ce n'est pas une propriété privée pour eux. Quand je parle de bijoux de famille qu'on vend, je dis même en temps de crise alimentaire, on ne vend pas les bijoux de famille. Vous connaissez nos mamans? Elles n'ont pas fait de grandes études. Vous savez que nos mamans, celles qui ont fait le commerce très tôt, tout ça, quand elles sont en période d'abondance, elles achètent de l'or. Nous sommes d'accord? Elles achètent des bijoux en or. Je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'elles savent que l'or, c'est une valeur refuge. Mais elles n'ont pas fait les grandes écoles d'économie. Et quand il y a crise, elles revendent les bijoux. Si elles peuvent revendre. Mais comment est-ce qu'un État... Si elle peut tenir, elle ne va pas. Comment est-ce qu'un État, un État ne peut pas avoir de réserves stratégiques et quand il y a famine, on sort tous les bijoux qui sont dans la chambre, on dit bon, au plus offrant, vous voulez vendre ça à combien? Ça, j'avais acheté ça à 10 000, maintenant je vends ça à 6 000 parce que j'ai faim.
Mais le port, les phosphates, les télécoms, le marbre, et tout ce qu'on cite là, ce sont des bijoux de famille d'un pays. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça et les vendre parce que vous voulez céder ça, parce que vous avez besoin d'un mandat présidentiel, vous voulez céder ça parce que vous avez besoin de faire... Non, c'est pas normal. Il y a même ce qu'on appelle la trahison. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé avec Macron dans la privatisation, dans les affaires de SNCF et maintenant de Uber. Oui. Vous avez vu tout le scandale que ça déclenche en France. Mais chez nous, ça passe comme ça. Personne ne dit rien. Aujourd'hui, l'affaire de Gocom, la presse avait sonné l'alerte. En tout cas, une certaine presse. Parce que d'autres ont été alimentés pour dire que la privatisation était la bonne chose. On a débloqué de l'argent pour faire écrire dans les journaux, payer les articles que la privatisation était la meilleure solution de Togocom. Aujourd'hui, ces journalistes ont disparu. Ceux qui nous avaient vanté que Togocom, c'était la meilleure option, il fallait privatiser, ont disparu. Parce que c'était une opération de communication. Oui. Et nous, on disait à l'époque qu'il y a le patriotisme qui passe avant tout. Vous ne pouvez pas vous lever chaque jour et céder tout aux étrangers. Voilà ce que les petits Nigériens viennent dire sur nous, dans des vidéos. Voilà ce que les petits Nigériens viennent dire sur nous sur des vidéos, en disant que eux, ils sont venus du Niger, ils sont venus faire de l'argent ici, et que nous, on est dans les sémidians, on est devenus des réparateurs de motos et tout ça. Voilà comment, parce que ça c'est la faute à nos dirigeants. C'est la faute à nos dirigeants. Et donc, nous sommes là, et Togocom est là, et aujourd'hui, le débat, tout le monde, on doit mener le débat. On doit nous sortir ce contrat. Parce que, vous voyez, les étrangers, quand ils viennent pour acheter, ils prennent des experts, ils prennent des avocats, les bons juristes, ils insèrent dans les contrats des clauses qui nous lient. Mais nous, on ne prend pas des juristes. Parce que la privatisation est pilotée par un ministre qui est puissant, qui décide seul et qui raconte seulement à son chef. Qui dit non, patron, on fait comme ça, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Au bout du compte, quand vous sortez demain les contrats, vous voyez que nous sommes totalement liés. C'est un contrat qui est désavantageux à l'État. Comment est-ce qu'on peut avoir par exemple 49% et ne pas bloquer ce qui se passe dans la boîte? Avec 30%, on a déjà une minorité de blocage. En actionnariat, nous sommes d'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a quelque chose à ajouter, parce que nous allons terminer, finir ce sujet et boucler. Si vous avez quelque chose à ajouter. Non, c'est que c'est écœurant. Toutes les privatisations, comme on l'a dit, c'est du bradage. Vous avez vu la BTCI. Regardez, vous parlez de fonds qu'on n'a pas monté, qui existaient dans les caisses de Togo Télécom à la privatisation. Mais attendez, vous voyez, la dernière fois, lors du vote du budget 2022 à l'Assemblée nationale, vous voyez, le budget, c'est-à-dire que le projet de budget qui était sur la table de l'Assemblée nationale, il n'y avait pas les produits de privatisation de la BTCI. Ces séances tenantes que les députés ont exigé et demandé, on dit que c'est mis sur un compte. Et finalement, ils ont rajouté, ça fait combien? 6 milliards. À peine 6 milliards. 6 milliards. Mais le bâtiment de BTCI que moi je vois là-bas, vous allez à la caisse, résidence de la caisse, des bâtiments qui ne se voient pas, qui sont terrés, ils ne sont même pas les sous-sols, mais qui sont à plus de 1 milliard, 2 milliards. Et on va dire que BTCI, l'immeuble, vous voyez tout. Ou bien quelqu'un s'est gardé l'immeuble et ils ont vendu juste le fonds de commerce. Non, mais c'est inimaginable quand on voit ce que les gens font avec les biens du pays. Et c'est ça aussi la conception. C'est nous qui pensons que nous sommes héritiers. Ferdinand. Oui, c'est nous qui pensons. C'est ça la réalité. Oui, parce que pour des gens, nous sommes leur propriété. Non, pour des gens, ils ont le droit de vie et de mort sur nous. Et là, moi je le dis souvent, nous sommes en sursis, en permanence. C'est que quand vous ne représentez pas encore le danger qu'ils veulent, ils vous laissent. Donc, voilà le système que nous vivons et que ces derniers temps, quand on voit un certain Blaise Compaoré se dire qu'il vient demander pardon pour tout le mal qu'il a fait. Pour tout le mal qu'il a fait. On le dit souvent, les dirigeants africains et nos dirigeants, la grande partie des dirigeants africains, c'est eux qui affrontent la mort tous les jours. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ne veulent pas, c'est de devenir petits, c'est-à-dire que ne plus être au pouvoir
et venir rester et marcher dans la rue comme nous, d'accord, comme le commun des citoyens. Pour eux, ils affrontent la mort, mourir au pouvoir, c'est-à-dire que changer la constitution ou dire on fait un mandat, si ce n'est pas arriver à terme et mourir au pouvoir, peut-être c'est un coup d'État. Heureusement que tout dernièrement, les coups d'État qui viennent ne vont pas jusqu'à assassiner, mais quand même, c'est un risque qu'on est en train d'affronter la mort en disant qu'on s'incruste au pouvoir. Donc, il va falloir que les gens prennent conscience que, au fait, même en Égypte, et comment les pharaons qui ont voulu vivre en otage, c'est-à-dire entre eux, même en s'épousant dans la famille. Il y avait de l'inceste. De l'inceste. Mais Toutankhamon, par exemple, est un fruit de l'inceste. Voilà, ils ont été tous pratiquement consumés. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut plus produire ce qu'il y avait. C'est-à-dire que quand vous prenez les pyramides, où il n'y avait pas de fer à béton, mais les gens ont pu construire des pyramides qui résistent jusqu'à cette date. Mais parce qu'à un moment donné, ils ont eu cette fierté, se disant que oui, c'est nous sommes les seuls, on va vivre entre nous, on va vivre en communauté, nous on ne va jamais. On sera éternel. On sera éternel. Mais les pharaons sont où aujourd'hui? On ne peut plus. Ce génie africain. Et donc, il faut que les gens le sachent. Si ce n'est pas eux qui vont le voir ou nous qui allons le voir, d'autres le verront demain. Parce que, de toutes les façons, il y a toujours une fin de tout, de toutes choses. Il y en aura. Donc, que les gens ne pensent pas que ils sont éternels. Merci beaucoup, Francis. Bon, je sens une certaine conclusion dans tes propos. Ah oui. C'est trop positif. Pour notre prochain numéro de Tampa Express, nous avons opté, on va dire un peu, nous avons opté pour faire connaître la chaîne de valeur des produits halieutiques. Et nous sommes même allés mobiliser les emplois ivoiriens parce que nous avons fait un comparatif entre le Togo et ses discours et depuis la révolution verte et Adema et comparé à Houphouët-Boigny en tant que fils de paysan, les deux fils de paysans, et nous sommes allés jusqu'au niveau des produits halieutiques parce que le 1er août passé, le pays de Alassane Ouattara a lancé que d'ici 2030, le poisson ivoirien sera le cacao de la Côte d'Ivoire. D'accord? Donc ce serait dans notre édition prochaine et pour voir ce que le Togo est en train de perdre avec des discours qui n'apportent rien. Merci beaucoup, Francis. Oui, Ferdinand. Non, moi je pense que on a fait un débat assez intéressant, très riche. Et ce que moi je dis toujours, on ne peut pas continuer de clamer notre souveraineté, d'aller signer des tribunes dans des journaux pour dire on est des panafricains, quand à 80% on dépend de l'extérieur sur le plan de l'alimentation, sur le plan de vestimentaire, sur tous les plans, voyez-vous. Et en plus de l'alimentation qui nous tue. Le premier défi que nous devons réaliser dans nos pays, et dont on n'a même pas besoin d'aller le clamer quelque part, c'est de prendre des décisions pour mobiliser des ressources internes. Vous venez de nous écouter, vous avez vu, si on avait une lutte implacable contre la corruption dans ce pays, on a suffisamment de ressources à lever dans ce pays pour être moins dépendant de l'extérieur, de l'aide publique au développement. Si quelqu'un vous apporte un peu, vous direz d'accord, mais on ne se plie pas à vos conditionnalités. Parce que nous-mêmes, nous avons la capacité de mobiliser les ressources intérieures. Et ça passe par la rigueur dans la gestion des affaires publiques, ça passe par une vision, ça passe par des gens qui ont en tête qu'après eux, le pays doit exister. Et qu'on doit parler d'eux en bien. Voyez-vous. Et quand vous voyez les conditions de vie et de travail de nos fonctionnaires aujourd'hui, vous voyez, dans notre pays-là, tous les syndicats sont morts. Il n'existe plus de syndicats. Ouais. On a fragilisé, tué tous les syndicalistes. Ou les syndicats plutôt. Les syndicats sont devenus des coquilles vides. Ça a permis à certains syndicalistes de changer de statut. Certains en ont profité pour faire leur ascension sociale et tout. Mais les fonctionnaires sont laissés comme ça.
La Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est la première économie de l'UEMOA. Qu'est-ce que Ouattara dit? Revalorisation du SMIC, les indemnités à son discours de l'indépendance. Il a décliné une batterie de mesures sociales pour le bien-être des Ivoiriens. La même chose peut se faire au Togo ici. Si les dirigeants qui sont partie de la minorité n'aspirent pas les ressources dans leur propre poche et dans les poches de leurs amis. La même chose peut se faire au Togo. Le Togo est un pays béni. C'est un scandale géologique. Comment se fait-il que, par exemple, le Bénin, qui n'a que le coton, arrive à faire autant de miracles? Et que nous qui avons tout. Vous savez qu'il y a une partie de notre Caléncé qui va au Bénin, vers Sikakondi. Une autre partie va au Ghana par le train polluant qui passe tous les jours. De Bolloré. De Blue Zone. Oui, vous avez tout ça. En quittant Lomé pour aller au nord, vous avez des mines qui sont partout. Je viens de parler du phosphate. Faisons le bilan des phosphates. On nous dit dans 7 ans, 8 ans au plus, il y aura plus de phosphate. En tout cas, ce qui est extrait actuellement, le minerai qui est extrait actuellement, vient à épuisement. Nous oublions que les ressources naturelles sont épuisables. Nous l'oublions souvent. Et on dit que nous sommes riches. Mais dans les pays où il n'y a pas les ressources, les gens ont formé des gens, l'intelligence. Ce sont les hommes qui constituent la première richesse. Donc, aujourd'hui, les fonctionnaires togolais tirent le diable par la queue. Les gens sont tellement écrasés que même parfois, quand on augmente même les produits, ils s'adaptent rapidement. Quand on augmente les coûts de carburant, ils s'adaptent rapidement. Ils disent que même si le carburant est à 1000 francs, nous on va acheter. C'est la résignation et non la résilience. La résignation des Togolais. Cette résignation ne fait que la fête des dirigeants. On en profite pour enfoncer les gens. La Côte d'Ivoire, Ouattara n'avait pas, en temps de crise mondiale, il n'avait aucune raison, par exemple. Le Sénégal aussi a fait augmentation. Il n'avait aucune raison. Le Bénin. Oui, parce que je me dis. Parce que nous sommes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous sommes en crise mondiale. Et que la crise fait qu'on n'a pas de ressources. Comment se fait-il qu'eux, ils augmentent? Le Bénin a augmenté, le Sénégal a augmenté. Où passe l'argent du Togo? C'est comme même le Mali a fait un geste pareil. Où passe l'argent du Togo? Le SMIC qui a déjà 60 quelque chose en Côte d'Ivoire va être revalorisé. Les Togolais sont à 35 000. Les Togolais sont à 35 000. Et encore faut-il que des gens appliquent ces 35 000 là. Les gens sont réduits dans leur pays à des loques humaines. Vous comprenez ce que je veux dire? À une loque humaine. Ça veut dire que ça n'a même pas de vie. Les gens ne vivent pas. Et chaque week-end, vous voyez la courbe ascendante des gens qu'on enterre dans les cimetières. Ah oui. Et tous les cimetières sont remplis. Il y a même plus de cimetières à Lomé. C'est-à-dire qu'à partir de mercredi, le summum c'est samedi. Vous voyez le nombre de cercueils. Et parmi ces gens-là, il y a ceux qui ne devaient pas mourir et qui sont morts de stress, qui sont morts de pauvreté, qui sont morts d'AVC, qui sont morts parce qu'il y a manque de boulot et qu'on va enterrer chaque week-end. Et c'est une perte pour le pays. Non, prenez la route quand vous allez à Kpalimé au nord. Aujourd'hui, c'est les bâches qui sont les plus identifiantes. Si vous voulez compter par village que vous rencontrez, vous allez voir toujours 2-3 bâches. Et la dernière fois, le week-end, le samedi passé, à Kpadapé, c'était 5 sur 7, c'est-à-dire on a enterré 5 en même temps et sur 7 cadavres. Donc il y a 2 qui sont encore au frigo, d'autres vont s'ajouter et choses. Donc on dit c'est le vrai terrorisme, c'est la misère qu'on a imposée au peuple. Dans nos villages aujourd'hui, dans nos localités reculées, on parle de Lomé. Lomé, tout le monde voit, mais c'est une grande ville. Voilà. Mais dans les villages là, l'activité les week-ends là, c'est les funérailles. C'est les funérailles. Et je dis, c'est vrai que nous sommes sur terre, chacun est appelé à partir. Mais il y a des gens qui meurent aujourd'hui qui ne doivent pas mourir. Le rythme n'est pas... Qui meurent de pauvreté, qui meurent de soucis. Des jeunes, parce que leur pays n'arrive pas à leur offrir un cadre de vie décent. Un cadre de vie qui leur permet de s'épanouir. Pendant ce temps, des gens ont accumulé tellement d'argent qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire. Et qui sont contents d'être tellement riches. Je pense que nous avons intérêt à changer de mentalité. Nous avons intérêt à faire en sorte que, même si vous êtes riche, celui qui est moins riche que vous ne vous envie pas. Parce que, à l'échelle, tout le monde trouve au moins son repas quotidien.
Et celui qui est au bas de l'échelle ne va pas envier celui qui est au sommet de l'échelle. Mais si vous privez les gens de tout, et que vous vous accaparez de tout, là, vous êtes en train de créer une situation d'inégalité qui, au bout du compte, sera très dangereuse dans le pays. Je compare toujours le Togo à un restaurant dans lequel vous avez les dignitaires du pays qui mangent, et quand les miettes tombent, ils prennent l'aspirateur même, ils passent sous la table pour que les pauvres n'aient rien à manger. C'est criminel. C'est criminel. Donc, les autres sont en train de se battre pour rendre leur population heureuse, pour rendre leur pays attirant. Parce que quand on augmente le SMIC dans un pays, ça attire aussi les investisseurs. Vous voyez, quand on améliore les conditions de vie des travailleurs dans un pays, ça attire, ça booste l'économie, ça booste la consommation. Et chez nous, on est toujours à un niveau où, quand on parle, on dit oui, l'État fait des efforts. Un État n'est pas appelé à faire des efforts. Non, un État va loin. Un État, le rôle d'un État, et j'entends même des intellectuels dire ça, c'est pas pour faire des efforts. Vous prenez la tête d'un pays, c'est sur la base d'un programme. N'est-ce pas? Oui. Vous allez à des élections, et si vous dites qu'on a voté pour vous, c'est sur la base d'un programme. Et les citoyens vous donnent les moyens pour réaliser votre programme. Vous levez les impôts, les recettes fiscales pour réaliser votre programme. Vous n'avez pas venu dire aux citoyens que je fais des efforts. Vous n'êtes pas une ONG. Un État n'est pas une ONG. Voyez-vous, si vous, au bout de votre mandat, vous n'êtes pas à la hauteur de ce que vous avez promis, le peuple vous balaye et ramène quelqu'un d'autre. Mais qu'on arrête de nous dire que l'État fait des efforts. C'est ce langage de l'État qui fait des efforts qui a fait que tous les syndicats sont morts au Togo. Parce que les syndicalistes sont rentrés dans la norme. Quand ils vont, les baratines avec le bon discours, on dit oui, l'État, voilà, on a des soucis, nous faisons des efforts, et puis tout le monde sort, dit, ah, que le ministre a dit qu'on fait des efforts. Donc voilà, on nous a accordé quelques miettes, espérons que l'année prochaine, ils vont encore augmenter. Pendant ce temps, vous mourrez à petit feu. Voilà la situation de notre pays. Et donc, moi, je pense que chacun de nous doit réfléchir par rapport à tout ce que nous venons de débattre ici. L'alimentation. L'alimentation, les produits importés. Et ceux qui gèrent ce pays doivent prendre leurs responsabilités. Parce que, en ne le faisant pas, ils sont complices de ceux qui font rentrer dans ce pays tous les produits toxiques qui tuent les Togolais. Parce que le rôle d'un État, c'est de protéger les citoyens. C'est de protéger les citoyens. Les tilapias toxiques, les riz toxiques, les poulets toxiques, les boissons de toutes les gammes toxiques qui rentrent dans le pays. Les fast-food. Les fast-food, si on ne prend pas garde, les fast-food vont arriver dans les villages bientôt. Non, c'est vrai. Si nous ne faisons pas attention, les fast-food vont venir dans les villages bientôt. Parce qu'il suffit que des petites localités, de l'électricité, qui est bon, de la musique, et puis la connexion, un gars va se lever, un Indien, on ne sait pas qui va venir créer son petit business là-bas, et puis les fast-food vont venir dans les villages. Et nos recettes vont disparaître. Quand nous parlons de souveraineté là, nous avons au moins le pouvoir d'arrêter ça au moins, avant de chasser les blancs, et les puissances qui nous dérangent là. Au moins ça, on n'a pas besoin d'efforts pour arrêter ça. Il suffit de prendre un décret et de bien l'appliquer pour que ces choses-là s'arrêtent. Les tests sont déjà là. Les fast-food qui sont dans tous les quartiers. Respecter les tests qui existent déjà. Les fast-food qui sont dans tous les quartiers. Et nous avons aussi un rôle d'informer les jeunes. Arrêtez d'aller manger ces conneries. Arrêtez d'aller manger ces conneries. Et même les dialos là, comment vous appelez, les spaghettis, qui sont faits dans les conditions de saleté et totalement. Le service d'hygiène au Togo est passé où? Il y avait des années, quand on était enfant, que les agents d'hygiène rentraient même dans les maisons pour contrôler les toilettes. Les services d'hygiène sont où? Pour faire des sorties régulières. Même aujourd'hui, on a des mairies. Les mairies peuvent prendre ces prérogatives en charge. Peuvent demander à l'État de leur concéder ça pour contrôler dans leur municipalité qui prépare quoi à manger aux gens au bord de la route. Non, dans chaque mairie, non même, dans chaque CMS et même mairie, il y a des agents de service d'hygiène. C'est qu'ils ne font pas leur travail. Et s'ils ont les moyens, et s'ils ont des véhicules pour sortir. Ça aussi, oui, ça aussi. Il y a question de moyens. Même vous prenez les affaires sociales. Hein, pratiquement, il n'y a pas d'argent. Alors qu'il y a des jeunes en chômage, il suffit de lancer un appel à recrutement. Vous allez voir, vous êtes en vague.
par des milliers de gens qui veulent travailler. Et de leur payer un salaire décent. Je ne sais pas, vous faites des activités de contrôle. Ça relance Quand la vous voulez parler consommation du locale. Togo, vous pouvez faire toute une journée, vous n'aurez que les mots de tête. Le pays est totalement... C'est-à-dire le pays est en vrac. Merci, merci monsieur. Je rappelle que Francis Napokora était avec nous. Il est le directeur de publication du journal Tampin Express. Francis, merci d'être passé. Merci à vous. Et Ferdinand Haïté, patron du journal L'Alternative, Ferdinand, merci beaucoup. Merci, Gido. Attends, avant la fin, Oui. c'est vrai que c'est le dernier mot. Oui. Il y a quelqu'un qui suit cette émission qui m'a interpellé sur quelque chose qu'il a observé au niveau de Ablogame. Il semble qu'ils sont en train de renouveler la route qui quitte le marché de Akoresewa pour sortir vers Sarakawa. Et que c'est la catastrophe ce qu'on est en train de faire là-bas. Vraiment que... Parce que c'était une voie sur laquelle les gens avaient mis beaucoup d'ordures avant et puis l'entreprise qui a reçu les travaux, je ne veux pas la nommer pour le moment, fait n'importe quoi, les caniveaux ne sont pas vraiment des normes, il y a une désinvolture totale sur les chantiers, les choses vont dans tous les sens. Et les gens, vraiment, les riverains s'inquiètent de ce qui est en train de se passer là-bas. On risque de se retrouver avec une voie totalement mal faite, quoi. Donc, voilà, je tenais à le dire. Avant qu'on ne fasse une descente, je tenais à le dire, quoi. Parce que, bon, aujourd'hui, on est pratiquement... nous sommes sollicités partout pour ça. Même votre route, je dis votre route, la route de, comment l'appelle, Sabado, on semble avoir fini la route, mais on a déposé les blocs et les gens ne peuvent pas passer. On est obligé de contourner, aller prendre des déviations qui ne sont pas entretenu. Ah, c'est ouvert aujourd'hui. Ah, d'accord. Dieu merci. Merci monsieur, merci beaucoup. Vraiment, le Togo, les problèmes du Togo, on est dépassé, quoi. Voilà, merci. Et ceux qui sont derrière les caméras, merci à vous également qui nous avez suivis et à la prochaine.